Bonjour, c'est Nadia et bienvenue sur la chaîne Les Petits Philos. Aujourd'hui, vous allez découvrir une vidéo avec Michel Tozzi. Michel est un de nos pairs, un incontournable en philosophie pour enfants qui va nous parler de sa méthode d'animation de philosophie pour enfants, la DVDP. La DVDP, c'est la discussion à visée démocratique et philosophique. Cette technique d'animation met au cœur de la philosophie pour enfants le développement de grandes compétences philosophiques. Cette technique d'animation met en valeur le développement des grandes compétences philosophiques. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir ma chaîne. La meilleure façon de m'aider, c'est tout simplement de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi de partager cette vidéo sur vos propres réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Michel Tozzi va vous parler de la DVDP et de la façon dont il anime les ateliers de philosophie, les différents rôles que vont avoir les enfants pendant un atelier de philosophie et la responsabilisation que va leur permettre cette animation. Mais Michel va aussi nous parler de philosophie pour enfants de façon plus large. Il va nommer certains écueils et certaines dérives dans lesquelles il faut absolument éviter de tomber. Je vous laisse donc découvrir cette interview en espérant qu'elle vous plaira. Donc Michel Tozzi, bonjour et merci d'avoir répondu présent à cette interview dans laquelle on va parler de philosophie pour enfants, mais aussi de nouvelles pratiques philosophiques de manière plus générale. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages comme La morale, ça se discute, Penser par soi-même, Initiation à la philosophie, Les nouvelles pratiques philosophiques à l'école et dans la cité, L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, Apprendre à philosopher par la discussion, Débattre à partir des mythes à l'école et ailleurs, et encore bien d'autres ouvrages collectifs. Tu mets également à disposition sur Internet un Padlet riche d'informations, notamment les publications de tes articles, les différentes compétences philosophiques qu'il faut travailler, une vidéographie et en somme des outils d'auto-formation très complets et rigoureux. Tu tiens également la revue Diotim sur Internet, dans laquelle de nombreux articles sont partagés également, le tout gratuitement et de façon libre, puisque c'est collaboratif avec d'autres personnes qui peuvent proposer leurs articles. Donc, ton nom est associé à un acronyme, la DVDP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un acronyme, effectivement. Donc, si on le développe, c'est discussion à visée démocratique et philosophique. Donc, il y a une double visée. Une visée démocratique et qui participe à une éducation, je dirais, à une citoyenneté, disons, réflexive. Démocratique par le partage d'un certain nombre de fonctions ou de rôles démocratiques, par exemple un président de séance, des règles aussi démocratiques pour distribuer le plus également possible, disons, la parole. Un reformulateur ou une reformulatrice dont la fonction est de s'entraîner à comprendre ce que les autres disent en essayant de les écouter, d'abord de les comprendre, ensuite enfin, de pouvoir reformuler dans ce qu'ils ont dit. Donc, pour s'entraîner à la fidélité finalement à la parole et à la pensée de l'autre. Et puis ensuite, secrétariat de séance, moi que j'appelle synthétiseur ou synthétiseuse, qui prend un certain nombre de notes et qui est un peu la mémoire, disons, de cet intellectuel collectif qui est la DVDP. Ça, c'est la visée démocratique. Et un président de séance, par exemple, il apprend à gérer démocratiquement la parole dans un groupe. Comme par exemple un secrétaire de séance, il apprend à prendre des notes pour être un peu la mémoire, finalement, disons, de tout ce qui a été dit. Et ça, ce sont des fonctions qui sont essentiellement, disons, démocratiques. Alors, j'en ajoute d'autres, comme par exemple donc l'observation. C'est très important donc d'observer précisément, par exemple, le président de séance pour voir s'il respecte son cahier des charges, c'est-à-dire les 5 règles, mais peut-être qu'on y reviendra, pour gérer démocratiquement la parole dans un groupe. Tout ça, c'est l'aspect, disons, démocratique. Ce qui fait que ça développe des tas de compétences, comme prendre la parole en public, apprendre à s'écouter, à se comprendre. Tout ça, ce sont des compétences, finalement, disons, citoyennes. Hein. Et le dispositif a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui prennent la parole. Par exemple, avant-hier, j'animais une discussion, là, c'était avec des adultes, il y avait une vingtaine d'adultes, ça a duré 1 heure, et tout le monde a participé. Donc, pourcentage de participation, 100%. C'est pour ça que les 5 règles donc, que j'ai combinées, que j'ai beaucoup expérimenté, que j'ai mélangées, etc., c'est la formule qui donne le maximum possible, disons, de participation. Ça, c'est l'aspect démocratique.
Les 5 règles exactement, c'est lesquelles? Alors, la première règle, c'est on ne prend pas la parole, on vous la donne. Donc, ça veut dire que moi, en tant que participant, j'ai envie de devenir discutant. Je lève la main et le ou la présidente de séance donc, me donne la parole. Ça, c'est la première règle. Et la parole est donnée, donc à partir du moment où on lève la main, dans l'ordre. La deuxième règle, c'est de donner la priorité à ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Ça, c'est très important parce que il y a un droit à la parole de tous, mais chacun après l'autre. Pas tous en même temps, si on ne s'entend pas, disons, physiologiquement. Donc, il y a une priorité qui est donnée à celui qui ne s'est pas encore exprimé. Et là, on s'aperçoit que le simple fait, par exemple, qu'on puisse intervenir même jusqu'à la fin, hein, alors que, bon, on sait que plus on s'enferme dans le silence, plus ça devient difficile, disons, d'intervenir. On voit la dynamique, disons, des groupes. Et bien là, même à la fin, on voit des gens donc, qui peuvent intervenir parce que il suffit qu'ils lèvent la main pour qu'on leur donne tout de suite la parole et puis ensuite, l'ordre est repris. La troisième règle, c'est qu'au bout d'un certain temps, on donne la parole à ceux qui jusqu'à maintenant ont été muets. J'appelle ça, par exemple, disons, tendre la perche. On tend la perche quelque part donc aux gens qui ne se sont pas encore, disons, exprimés. Et quand un élève, parce que c'est un élève qui est président ou présidente de séance chez moi, moi je suis animateur, qui est une autre fonction. Quand un élève, alors là c'est bon, moi j'anime des ateliers philo depuis 2000, donc ça fait plus de 20 ans que j'anime donc des ateliers philo, donc c'est pour ça que il m'a fallu 5 ans quand même pour mettre au point et puis stabiliser de manière très, je dirais très empirique, par essai-erreur. Et ce sont ces 5 règles, par exemple, qui ont été quand même les plus, quand on les combine, qui sont les plus démocratiques. Donc, on donne, et alors, ce que je disais, c'est que lorsque c'est un élève qui donne la parole nominativement, hein, pas à la cantonale, nominativement, à un élève en disant est-ce que tu aurais quelque chose à dire, 1 à 2 fois sur 3, elle est prise. Et ça, ce sont des élèves qui ne seraient pas du tout intervenus si on ne leur avait pas donné la parole. Et la 5e règle, c'est qu'on n'est pas obligé, ça c'est très important, on n'est pas obligé de répondre. Ce qui fait que quand on vous demande est-ce que tu veux dire quelque chose, ben, si je dis non, je ne suis pas culpabilisé, bon, etc., parce que je n'ai pas répondu, non, puisque c'est un droit. Et paradoxalement, le droit de ne pas intervenir, ben, ça désinhibe quelque part la parole. Donc, tu es vraiment très orienté ces règles autour de la prise de parole, en fait. Absolument. Ça, c'est pas tant autour de la moquerie comme on peut l'entendre, ou du jugement. Il y a une éthique, vraiment la prise. Il y a une éthique communicationnelle. Hein. L'éthique communicationnelle, c'est évidemment, donc on écoute les gens qui parlent, on les laisse aller jusqu'à la fin de leur intervention, on ne se moque pas, etc., etc. Ça, c'est l'aspect éthique communicationnel. Là, j'ai donné des règles pour le président de séance, c'est une règle pour le président de séance pour gérer démocratiquement la parole et pour permettre qu'il y en ait le maximum qui s'exprime. Évidemment, donc le fait de ne pas se moquer ou de ne pas couper quelqu'un ou de ne pas s'injurier, etc., ou de ne pas se battre, a fortiori, quoi. Donc, bon, ça fait partie effectivement des règles, mais plutôt au niveau de l'ensemble de la communication dans le groupe. Des règles plus psychosociologiques. Et alors, justement, ces règles, bon, j'imagine que dès le départ, elles ne sont pas nécessairement respectées, la prise de parole intempestive ou des choses comme ça. Alors, comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer ça? Est-ce que tu as une façon de responsabiliser l'enfant pour une façon peut-être démocratique de gérer ce non-respect des règles? De toute façon, dans ce dispositif-là, je parlerai tout à l'heure de la visée philosophique, puisque pour l'instant, la démocratie, tout s'apprend. C'est-à-dire apprendre à différer sa parole, c'est-à-dire à ne pas parler, par exemple, sans qu'on vous le demande, c'est quelque chose, disons, qui s'apprend. S'écouter, c'est quelque chose, disons, qui s'apprend. Alors moi, j'utilise un petit peu donc la pédagogie institutionnelle, hein, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est très remuant, etc., il est gêneur. Ça, c'est le président, hein, président ou président de séance qui gêne les gêneurs. Gêneur une fois, un tel gêneur une fois, gêneur 2 fois, gêneur 3 fois, et à la 3e fois, il va à l'extérieur, disons, du groupe et il ne peut plus intervenir. Et là, on voit qu'il y en a qui sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent plus participer, ils sont là, etc. Ils aimeraient qu'on les réintègre, etc. C'est assez important, ça. Et ce qui est important aussi, c'est de gérer un petit peu les conflits, parce que souvent, il peut y avoir des conflits parce que si quelqu'un ne dit le contraire de ce que je pense et que c'est quelqu'un qui m'est assez, disons, antipathique, je vais avoir tendance à mélanger le conflit de personnes et le conflit d'idées. Donc ça, c'est quelque chose, donc on va progressivement, disons, expliquer aux élèves qu'on peut avoir son meilleur ami qui est en désaccord avec soi, c'est pas pour autant qu'il n'est plus notre meilleur ami, et on peut avoir quelqu'un, bon, avec qui qu'on peut pas piffrer, avec lequel on ne s'entend pas du tout, mais qui peut dire des choses très intéressantes.
Et donc, la distinction entre la personne et l'idée, on est là pour discuter des idées et pas pour se battre avec des personnes. Bon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une gestion, je veux dire, c'est un accompagnement, disons, psychosociologique du groupe. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu travailles. Alors justement, tu vois, ça c'est quelque chose qui m'intéresse justement, la mise en place de ces rôles en fonction des âges des enfants, de façon progressive. Comment tu fais? Parce que j'ai testé du coup beaucoup de fois les rôles, parce qu'en école c'est très pratique d'avoir aussi des rôles, puisque ça permet de diviser le groupe en deux et de diminuer le nombre de participants à l'oral. Et c'est vrai que moi, j'ai été confrontée à une difficulté et j'en ai discuté avec d'autres. Je n'ai pas été la seule, donc je serais vraiment ravie d'avoir ton retour. C'est qu'en fait, certains rôles, c'est compliqué pour eux dès le départ. Alors, ça peut être dessinateur ou synthétiseur ou secrétaire. Eh bien, ils ne savaient pas trop, en fait, par quel bout le prendre. Et c'était un peu compliqué pour eux, la mise en place, ne serait-ce que reconnaître un concept ou des choses comme ça. Comment, toi, tu fais pour que cette mise en place, elle se fasse de façon claire pour les enfants et progressive? Bon, de toute façon, donc, il y a différents rôles. Hein. Il peut y avoir d'autres rôles. J'ai parlé simplement de président, reformulateur, synthétiseur. Par exemple, on utilisait beaucoup au niveau de la maternelle les dessinateurs dont tu as toi-même parlé. Hein. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, le président et le reformulateur, avec les dessinateurs, je les mets en place dès la grande section de maternelle. C'est-à-dire, j'ai un président. Ce président, il doit bien regarder. Je lui apprends d'abord à regarder un groupe. Les enseignants savent regarder un groupe. Mais les élèves, ils ne regardent que des individus. Donc, il faut tutorer d'une certaine manière. Tu regarderas une fois à ta gauche, une fois en face, une fois à ta droite. Tu donneras la parole aux élèves à ce moment-là, donc qui lèvent la main. Ensuite, j'ai un responsable du micro. On a un amplificateur, disons au centre, avec un fil. Le président de séance donne la parole à Laurent, qui est à sa gauche. À ce moment-là, le responsable du micro, il se lève et il va donner la parole à Laurent. Il va se rasseoir pour ne pas le parasiter en étant devant, ou etc., etc. Et puis ensuite, lorsque Laurent a terminé, moi d'ailleurs, je formalise énormément, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans avec Alain Delsol, qui était professeur d'école en grande section de maternelle. On ritualisait énormément la prise de parole. C'est-à-dire le président, la parole m'est donnée. Quand la parole m'est donnée, le responsable du micro vient me donner le micro. Donc, non seulement, alors, une fois que la parole m'est donnée, je me lève. Tout le monde me voit. On me donne la parole. J'ai un micro. Tout le monde m'entend. Et je commence mon intervention par Michel ou Laurent. C'est-à-dire qu'il y a une réutilisation en 3 temps, de manière à donner un certain nombre de repères aux élèves, aussi bien à ceux qui accomplissent les fonctions qu'à ceux qui les voient, disons, quelque part, disons, se dérouler. Et comme j'ai fait énormément depuis 20 ans, disons, de formation avec les professeurs d'école et disons, débutants, et que je leur demandais donc, de produire donc, des comptes rendus d'expérience, etc., j'ai vu des profs d'école qui commençaient dès la moyenne section de maternelle. Moi, je n'avais pas osé. Donc, c'est quand même intéressant. Hein. Oui, en fait, c'est travailler la condition de possibilité du débat, en fait, dès le plus jeune âge. Pour un prof d'école débutant qui n'a jamais, par exemple, supposons, animé de groupes d'enfants, disons, aussi jeunes, hein, tout est nouveau. Tout est nouveau. Donc, pourquoi pas ça? À la limite, c'est beaucoup plus facile de faire commencer par des débutants dès la moyenne section de maternelle que de commencer avec des profs d'école, disons, confirmés, mais dans lesquels ce n'était pas la pratique. Et donc, ils doivent quand même se remettre un peu en question, découvrir d'autres pratiques, changer de posture, etc. etc. Oui, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Donc, finalement, donc, les fonctions, moi, je les mets en place, disons, progressivement à partir de la grande section de maternelle. À la grande section de maternelle, par exemple, je ne vais pas les synthétiser, mais ça ne va pas écrire. D'accord? Oui, on est d'accord avec ça. Par contre, j'ai un président et un reformulateur. Et moi, comme je suis entre le président et le reformulateur, quand le président de séance donne la parole, donc, par exemple, à l'élève qui est à gauche, qui lève la main, je dis au reformulateur,
attention, écoute bien parce qu'il va falloir que tu redises ce qu'il va dire. Donc, c'est tout le problème du branchement, hein, comment on branche l'attention donc, chez un élève. Et moi, je suis entre les deux pour les étayer. Parfois, le président de séance, bon, il ne voit pas celui qui est sur le côté parce qu'il regarde évidemment spontanément en face. Donc, tout ça, c'est, je veux dire, affiner, ajuster le dispositif dans la finesse du crin. Et en fait, c'est parce que j'ai fait des centaines maintenant, disons, d'ateliers philo, etc., que progressivement, je me suis aperçu que la moindre petite chose que l'on change dans le dispositif, mais ça a des effets. Et donc, dans cette expérimentation qu'on a fait, disons, pendant 5 ans, pendant lequel j'ai travaillé en maternelle d'abord avec Alain Detsol, puis en cycle 3 avec Sylvain Connac, qui est un partisan, disons, de la pédagogie coopérative, que progressivement, tout ça, ça s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on modifiait quelque chose un petit peu dans le dispositif, puis après on faisait un débriefing, souvent d'ailleurs avec une de mes doctorantes après, qui elle, bon, approfondissait la chose, et on regardait ce qui avait été formateur avec ce changement. Si le changement a amené des effets qui nous semblaient très positifs, on le gardait, sinon on le changeait. C'est comme ça finalement, par essai-erreur, que ça a été mis en place. Donc, moi, je proportionne l'entrée des différents à l'âge. Par exemple, dès le CP, à la fin du CP, ben, le secrétaire de séance, il peut commencer à écrire une phrase, etc. Il est lent, il est laborieux, il n'y en aura qu'une ou deux, alors qu'un état de choses a été dit, peu importe, mais il commence, lui, son apprentissage. Et c'est important aussi que les fonctions tournent, parce que comme chaque fonction développe des compétences spécifiques, et bien, si on tourne dans les fonctions, on élargit son panel de compétences. Ok. Est-ce que c'est envisageable de dire à l'enfant, c'est son premier rôle de secrétaire, est-ce que c'est envisageable de lui dire, bah, tiens, écoute bien, parce que cette idée serait intéressante de la noter, pour que peut-être il comprenne au fur et à mesure, déjà qu'ils soient un peu accompagnés au début, parce que ça peut être un peu déstabilisant. En tout cas, c'est comme ça que j'en avais vécu l'expérience pour certains enfants. Et peut-être justement de les guider et de leur apprendre. Voilà, tiens, ça peut être une idée qui est je crois que retenir. C'est un dispositif qui se met en place, disons, petit à petit. C'est l'avantage d'un instituteur, par exemple, qui a sa classe, disons, toute une année. C'est beaucoup plus difficile pour des intervenants, disons, ponctuels, parce qu'effectivement, s'ils interviennent une fois, 2 fois, donc ils n'ont pas le temps de stabiliser, je veux dire, un certain nombre, disons, donc, il vaut mieux à ce moment-là commencer par des choses comme, par exemple, le dispositif Axas, avec peut-être des tours de table, etc., parce que ce dispositif-là, il demande du temps. Il demande un certain, disons, donc, rodage. Donc, il faut le mettre en place, disons, petit à petit. Et c'est intéressant, par exemple, de commencer toujours par un président de séance. D'ailleurs, il y a toujours des volontaires pour être président de séance. C'est vrai. Et surtout des garçons, hein, parce que pour être chef de la parole, du moment, pour être chef, il y a toujours des volontaires. C'est beaucoup plus difficile pour avoir des secrétaires. D'ailleurs, très souvent, ce sont des petites, je fais dans le stéréotype, hein. La petite fille est timide, mais qui est très bonne à l'école, mais qui ne veut pas intervenir, mais par contre, qui veut bien écrire. Donc, du coup, bon, voilà, il faut aussi faire tourner, quoi. Alors, l'intérêt précisément d'un leader du groupe d'être président de séance, c'est qu'on lui a rien enlevé de son caractère de leader, puisqu'il est chef de la parole. Mais par contre, il n'a pas le droit d'intervenir sur le fond. Et on sait très bien que lorsqu'un leader est dans une classe, c'est toujours lui qui lève la main, ou alors qui prend la place, etc. Il empêche les autres de parler, quoi. Alors que quand il est président, ça c'est démocratique. Donner la parole aux autres. Ça, c'est un livre démocratique. Tu as vu justement des effets comme ça d'enfants qui ont tendance à être beaucoup plus... qui aiment prendre la parole, qui se mettent en avant plus facilement, qui n'ont pas peur de parler, de s'exprimer. Est-ce que tu as vu justement des effets où ils sont dans un rôle, donc que ce soit secrétaire, président ou reformulateur, et que cette obligation de se taire, ça a eu un effet sur lui, mais sur le long terme, c'est-à-dire qu'il a appris naturellement à se frustrer, on va dire, et que du coup, il apprend à véritablement respecter la parole de l'autre après tout ça. C'est pour ça que c'est très important qu'un président de séance fasse l'expérience du reformulateur ou du secrétaire de séance, parce que ce sont aussi des fonctions qui sont institutionnellement interdites de parole. Et donc, du coup, là, il est obligé d'écouter. Et puis, il est obligé d'écouter parce que moi, je vais lui demander de reformuler. Il est obligé d'écouter parce que tout à l'heure, il va nous redire tout ce qui a été dit. Donc, un président de séance et leader qui devient reformulateur ou synthétiseur, c'est très bien pour lui parce qu'il apprend à se taire et à écouter. Et puis ça le responsabilise aussi parce qu'il sait qu'il a une mission à remplir derrière.
c'est pas rien de devoir Ça, reformuler et synthétiser. là, les fonctions, c'est très important parce que ça autonomise et responsabilise, disons, les enfants. Et je suis frappé, moi, du sérieux avec lequel, finalement, ils exercent leur cahier des charges. Alors là, on a parlé principalement du cadre, on va dire, un peu des conditions de possibilité d'un atelier. On le sait qu'il y a des habiletés de pensée, donc des compétences philosophiques, en tout cas, à atteindre. Alors, je sais que toi, tu es principalement donc, sur les trois grandes, donc définir, conceptualiser, argumenter, si je ne dis pas de bêtises. Et comment tu fais alors pour mettre en lumière ces compétences? Est-ce que tu dis aux enfants clairement quelles compétences ils sont en train de travailler? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Comment tu travailles en DVDP? Alors, historiquement, voilà comment les choses se sont passées. Disons, moi, j'ai été prof de philo pendant 28 ans, avant d'aller à l'université et être professeur en sciences de l'éducation. Et donc, j'ai fait de la recherche. Ma thèse a été faite avec Philippe Mérieux pour une didactisation de l'apprentissage de philosophie. Et ça, c'est dans les années 90, c'est-à-dire bien avant de connaître Lippmann, que j'ai connu à peu près en 99-2000. Hein. J'avais fait moi déjà ma thèse sur les compétences philosophiques en réunissant une vingtaine de profs de philo correcteurs au baccalauréat et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous attendez finalement d'une dissertation? Et c'est là où on est arrivé. Il y avait un accord, alors que tous étaient différents dans les orientations philosophiques, il y a eu un accord pédagogique pour dire, ben voilà, nous on veut qu'ils problématisent la question, nous on veut qu'ils conceptualisent les notions, et nous on veut qu'ils argumentent les thèses qu'ils soutiennent ou au contraire celles qu'ils combattent. Et donc, du coup, ça a été un peu mon socle. Et ce sont ces capacités-là que, dans un premier temps, j'ai appliquées donc, à la dissertation, donc à l'écrit de la dissertation, puis ensuite à la lecture d'un texte, comment lire un texte philosophiquement, et puis, mais dans un troisième temps, seulement, disons, la discussion. Et c'est à ce moment-là, et là, on est dans les années 90, c'est là où l'institutrice est venue me voir, disons, Anne Lalanne, qui avait une maîtrise de philo, qui était prof au niveau, disons, du CP, qui avait connu donc Mathieu Lippmann, qui me l'a fait connaître. Et là, on a mis en place un groupe et qui progressivement a fait des tas d'expériences en classe, etc., etc. Voilà comment ça a commencé. Ce qui fait que ces trois, bien avant de connaître Lippmann, et ce qu'il appelle les skills, les habiletés de pensée, etc., moi, j'avais défini mon propre... D'ailleurs, j'ai écrit des articles sur en quoi, finalement, je suis d'accord avec Lippmann, en quoi je ne suis pas d'accord. Mais surtout, nous n'avons pas les mêmes origines. Lui, c'est quelqu'un qui s'appuie sur Dewey, c'est-à-dire sur la philosophie pragmatique allemande et aussi sur la philosophie argumentative, le critical thinking, etc., etc. Et donc, il s'appuie pédagogiquement sur Dewey et il s'appuie sur aussi la philosophie de Dewey, sur le pragmatisme et en même temps la pensée critique. Tandis que moi, je m'appuie essentiellement sur la pédagogie coopérative et la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire la tradition française depuis Freinet et Auré Vasquez. Et au niveau de la philo, moi je ne suis pas du tout dans la philosophie pragmatique anglo-saxonne, je suis moi dans la philosophie continentale, si vous voulez. Donc moi je m'appuie essentiellement sur Platon, Descartes, Kant, Hegel. Donc on n'a ni les mêmes sources pédagogiques, ni les mêmes sources philosophiques. Et c'est intéressant parce que moi je me suis mis à la philo pour enfants en ayant déjà travaillé toute ma didactique de la philo. Et donc moi ça m'a beaucoup intéressé, la CREP, parce qu'après ça m'a permis de comparer la CREP avec la DVDP, de voir quels étaient les éléments communs, quels étaient les éléments un petit peu différents. On a des objectifs communs, par exemple, sur la démocratie. Bon, ça, c'est les habiletés de pensée aussi. Mais c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Moi, mon problème, c'était comment faire en sorte qu'il y en ait peu, qu'on puisse véritablement, disons, se les rappeler. Et puis, à partir de là, donc, essayer être vigilant pour que les élèves puissent, à ce moment-là, disons, les mettre en œuvre. Alors moi j'ai fonctionné sur notre type conceptualisé, argumenté, philo, parce que je suis parti de la disserte de philo. Mais c'est vrai que si j'étais parti du commentaire de texte, tout de suite, ça crève les yeux. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais, c'est l'interprétation qui me serait venue tout de suite à l'esprit. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu de gros débats donc, avec François Galichet, qui est un ami, disons, très cher. Et lui, il a ajouté interpréter comme quatrième, disons, compétence de base. Et donc, le triptyque est devenu maintenant, je ne sais pas comment on dit, mais un quatrième. C'est ça, la chaise. D'accord, donc toi, en fait, tu te concentres sur ces trois compétences, oui. Alors que c'est vrai que Lippmann, lui, a une liste de compétences, on va dire, de compétences de raisonnement. Énormément, il y en a une cinquantaine. Voilà.
Bon, en plus, qui s'entremêlent assez facilement, c'est-à-dire que ce pas des compétences qu'on peut observer de façon distincte, parce que voilà, définir, c'est une façon de préciser, de clarifier, de distinguer. Et de nuancer son discours. Donc, rien que ça, c'est 5 compétences de pensée qui sont définies de façon individuelle, mais qui communiquent quand on la pratique en CRP. Donc, toi, véritablement, donc, le triptyque, est-ce que les enfants savent, hein, voilà, là, je vous demande de conceptualiser, là, c'est de la problématisation. Parce que je sais Oui, que Johanna Oken, dans ses ateliers, elle fait comme ça, elle leur explique, là, qu'est-ce que c'est définir, qu'est-ce que c'est j'ai conceptualiser, un certain etc. nombre, je dirais, j'ai un certain nombre de mots-clés. Le mot-clé, c'est le rôle, la patate qu'on ajoute. Bon, voilà. Par exemple, il faut savoir, et ça c'est très important au niveau de la maternelle, distinguer une réponse et une question et une réponse. La question vient avant, et la réponse, c'est ce qui répond à la question. Rien que le pattern réponse-question, c'est important parce que les élèves de maternelle, ils confondent un petit peu ça. Et puis ensuite, donc, il y a évidemment ce que c'est que une thèse. Une thèse, c'est une réponse à une question. Il faut donner voilà. Une antithèse, ben c'est le contraire de la thèse, c'est-à-dire on soutient exactement, disons, l'inverse. Il y a aussi une notion. Une notion, c'est un mot abstrait comme la liberté, la vérité, etc. Un concept. Un concept, c'est une notion qu'on a configurée par un trajet qui permet de partir d'une représentation initiale à une représentation beaucoup plus complexe, beaucoup plus fine. Les enjeux, ça me semble important, parce que les enjeux, c'est ce qui va permettre de problématiser une question pour voir derrière la question quel est le problème. Le problème, qu'est-ce que c'est que le problème? Et là, je raconte l'histoire que probléma en grec, c'est le petit caillou qu'on a dans son soulier qui fait que. Voilà, ça les amuse de beaucoup. Et parce que un problème, c'est quelque chose qu'on contourne, qu'on a envie de résoudre le plus rapidement possible. Dans la vie quotidienne. Or, il y a une érotique des problèmes chez les philosophes. Les philosophes aiment les problèmes et ils aiment s'échouer dans les problèmes. C'est en ce sens que la philosophie est une rupture, dans ce cas avec l'opinion, parce que l'opinion, elle se débarrasse le plus vite possible des problèmes, tandis qu'au contraire, nous, en philosophie, on les aime. Donc voilà, je raconte un petit peu tout ça pour expliquer un peu ce que c'est que le problème. Le problème, c'est une difficulté que l'on rencontre lorsqu'on va traiter une question. Qui sont véritablement conscients du processus dans lequel ils sont engagés, quoi. Ils savent ce qu'ils font. Absolument. Et puis, je les nomme. Ah, là, tu viens de donner une thèse. Est-ce que quelqu'un… Ah, toi, tu n'es pas d'accord. Mais tu vois, par rapport à la thèse de tout à l'heure, là, tu viens de développer, disons, une antithèse. Ah, il y en a un que j'ai oublié. Des exemples. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Et est-ce que quelqu'un peut me donner un contre-exemple? Voilà, je suis arrivé à mes 7 ou 8, il n'y en a pas plus de 10. Hein. Mais en ayant donné finalement en les ayant étiquetés un petit peu comme ça, après, quand elles sont produites, ou quand je demande de les produire, qui peut me donner un exemple, ou par rapport à ces exemples-là, qui peut me donner un contre-exemple? Eh bien, ils savent. Ils savent parce qu'ils les ont eux-mêmes utilisés, et quand ils les ont utilisés, je les ai nommés, et comme ça, c'est tout de suite exemplifié le mot. Le mot, c'est un mot abstrait. Alors moi, j'appelle ça des mots-clés. D'accord. Oui, donc c'est super intéressant. Tu as vraiment adapté finalement la démarche philo-terminale, mais pour les enfants. Absolument. C'est super. Et c'était mon problème de savoir si ça allait marcher, parce que je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Et j'avais même des préventions en tant que prof de philo classique, parce qu'on pense que dans le corps ça c'est dans l'inconscient collectif des profs de philo, que finalement, donc, il faut une certaine maturité, disons, de l'enfant. Il faut qu'ils aient accédé au stade hypothético-déductif de Piaget, bon, etc., etc. Il faut qu'ils aient acquis une grande culture. Et donc, ces 3 conditions-là, ben, ça empêchait, c'était un obstacle épistémologique au développement de la philosophie avec les enfants, et ça continue. Hein. Oui, c'est un vrai débat. Moi, je me posais une question, tu vois, quand on anime des ateliers sur une séance, on nous demande d'aller à la cinémathèque, la médiathèque, et puis d'animer un atelier de philosophie. Est-ce que tu penses qu'on peut garantir la philosophisité sur un seul atelier? La formation là, que j'ai faite il y a 3 jours, c'était « Qu'est-ce qu'une question philosophique ?» Je pourrais t'envoyer, si tu m'envoies un petit mail, je pourrais t'envoyer donc qu'est-ce qu'une question philosophique, parce que j'ai fait un gros effort, j'ai beaucoup discuté avec François Galichet parce qu'il y a le mot philosophique. Pour définir si la question est philosophique ou pas, qu'est-ce qu'une question philosophique, il faut avoir défini ce que c'est que la philosophie, ou bien, disons, la philosophie. C'est le débat qui est éternel, et notamment chez les gens qui n'ont pas fait de philo.
Les gens qui n'ont pas fait de philo ne sont jamais certains que la question qui vient d'être posée, disons, par un élève, c'est bien une question philosophique. Est-ce que cette question qui a été là, il faut la traduire un peu, la reformuler de manière à ce qu'elle soit un petit peu, disons, philosophique ou pas? Et finalement, qu'est-ce que c'est vraiment qu'une question philosophique? Est-ce que la question est philosophique par elle-même, ou est-ce que c'est son traitement seulement qui est philosophique, etc. Enfin, il y a plein de questions. Enfin, je liste un peu, disons, dans cet article, bon, qui me semble très, très intéressant de ce point de vue-là. Alors, la philosophicité, je sais, moi, en tout cas, ce qu'une question philosophique n'est pas. C'est-à-dire qu'une question philosophique n'est pas une question de fait, une question, disons, historique, une question à laquelle on peut répondre par une seule réponse et une réponse unique. C'est une question qui demande de la réflexion et dont la réponse, disons, n'est pas spontanée, et qui concerne tous les individus et chacun, donc il y a une certaine universalité. On peut définir un certain nombre d'attributs de ce que c'est que, disons, une question philosophique. On peut dire aussi qu'une question philosophique, c'est une question qui est posée dans un des champs de la philosophie, que ce soit la métaphysique, l'épistémologie, la philosophie morale, la philosophie politique ou l'esthétique, par exemple. Voilà. Donc, on peut apporter finalement, disons, et puis une question posée non philosophiquement peut être traitée philosophiquement, et une question qu'on a formulée philosophiquement peut ne pas être traitée philosophiquement. Donc, c'est extrêmement complexe, mais bon, j'essaye un petit peu de démêler tous les fils donc, que je viens un petit peu de te donner. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation constante, et c'est parce que j'entendais toujours de la part des animateurs sans formation philosophique universitaire, académique, si vous voulez, dire, mais est-ce que c'est bien de la philosophie que je fais? Est-ce que ça, c'est vraiment une question qui est philosophique ou pas, etc. Mais que finalement, j'ai fini par écrire cet article. Est-ce que tu penses qu'il faut privilégier le traitement philosophique à la question philosophique ou pas nécessairement? Mais les deux sont intéressants. On sait par exemple que c'est plus facile de traiter philosophiquement une question si elle est posée dans un champ philosophique. Par exemple, qu'est-ce que le bien? On sait que c'est une question qui est posée dans le champ de l'éthique, puisque le bien, c'est la valeur un petit peu repère, disons, dans le domaine de l'éthique. Et évidemment, comme la question est elle-même déjà philosophique, elle sera peut-être plus facile à traiter philosophiquement. Par contre, une question qui n'est pas philosophique, bon, je prends un exemple, quelqu'un, il y a quelques années, dans un café philo, qui avait proposé comme, t'as pas 100 balles. On dirait aujourd'hui, t'as pas 2 euros, quoi. Voilà une question. Mais cette question, elle est très, très intéressante parce qu'elle pose la question du SDF, de la part, disons, du marginal, du fait de la personne qui se met dans une dépendance, mais qui utilise quand même, disons, le langage, etc., etc., et pour qui, donc, bon, la précarité est un vrai problème. Comment se fait-il qu'on est dans une société démocratique où il y a encore des phénomènes comme ça? En fait, je veux dire, c'est immense ce qu'on peut faire à travers t'as pas 2 euros. Mais seulement, ça veut dire que cette formule, c'est la place de l'argent dans le système, c'est la place des marginaux dans le système. Enfin, je n'insiste pas, là, on commence à traiter un petit peu, disons, la question, quoi. Il y a des façons de prendre une question non philosophique et de la traiter philosophiquement. Alors, des fois, on peut passer par une formulation philosophique de cette question non formulée philosophiquement, notamment en la plaçant dans un des champs dont je viens, disons, de parler, mais c'est pas forcément, disons, indispensable. C'est-à-dire, on peut traiter les enjeux, par exemple, de la question. Tu n'as pas 2 euros. Quel est l'enjeu, finalement, disons, de cette question? Pourquoi c'est une question qui peut être importante dans notre société, finalement, en démocratie? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les enjeux? Et là, tout de suite, avec les enjeux, on va arriver à des enjeux éthiques, à des enjeux sociétaux. Voilà. Parce que dans ce que tu dis, il me vient cette idée, en fait, de l'importance de savoir questionner, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire justement de ce savoir-faire du questionnement qui, je pense d'ailleurs, est quelque chose que beaucoup d'animateurs cherchent à acquérir parce que j'ai souvent le retour de je ne sais pas, je n'ai pas de question de relance, je ne sais pas comment rebondir lorsque les enfants me donnent une idée, etc. Et voilà, de ne pas savoir finalement comment là, avancer dans la réflexion avec les questions. Oui, si tu soulèves le problème des questions de relance, parce que c'est souvent à partir de questions de relance que se pose disons, la question, il faut qu'il y ait un minimum de préparation disons, de la séance. Alors, il ne faut pas trop préparer, parce que si on prépare trop, on n'est pas disponible au kairos, c'est-à-dire à cette opportunité qui surgit, etc., etc. Et donc, on veut que les élèves aussi disent ce qu'on a prévu dans sa prep. Donc, ça ne va pas du tout. Il faut, comme dit les PAN, accompagner le groupe où il va. Et moi, j'ajoute sans qu'il aille n'importe où.
Et ce sont précisément les questions qui permettent de faire en sorte qu'il n'aille pas n'importe où. Donc, par exemple, suppose qu'on prenne le thème grandir. Grandir, ben voilà, bon, grandir, on va réfléchir. Bon, si j'ai préparé un petit peu, bon, qu'est-ce que grandir? Ça, c'est mon thème global. Mais grandir, est-ce la même chose que mûrir? Grandir, est-ce la même chose que vieillir? Un homme grand et un grand homme, est-ce que c'est, disons, exactement la même chose? Arrête-t-on un jour ou pas, disons, de grandir? Quelle différence il y a entre être petit dans sa tête, être petit par la taille, être petit par l'âge? Et je peux multiplier les questions. Ce qui fait que dès qu'il y a un silence ou si je pose une question et que après, donc au bout d'un moment, les élèves ont répondu et que bon, ben voilà, à court, moi j'ai ma prep. Je relance à ce moment-là. Alors, c'est intéressant de faire une relance par rapport à l'ensemble des questions qui soit en relation, évidemment, avec ce qui vient d'être dit. Là, ça permet un approfondissement, une avancée, quelque part, disons, de la réflexion. Mais une préparation de questions de relance à partir du thème de la discussion, c'est un bon moyen de ne pas être pris au dépourvu et de toujours alimenter à ce moment-là, disons, la discussion collective. Mais là, dans ce que je vois, en plus, dans l'exemple que tu donnes, c'est que avec des questions qui viennent juste distinguer des termes entre eux, on peut faire durer le débat un petit moment, quoi, parce que ne serait-ce que distinguer la place des mots dans une phrase, un grand homme, un homme grand, ça peut, enfin voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir, ça fait, ça huile un petit peu les rouages de l'esprit, donc c'est super intéressant justement de voir à quel point la distinction que tu nous as proposée là, ces questions simples finalement qui permettent de faire réfléchir profondément. Tu ne peux pas réfléchir sur ce que c'est qu'un ami si tu n'essayes pas de distinguer ami et copain, ami et amoureux. Voilà. Et donc, du coup, et ça rejoint la conceptualisation. Hein. Qu'est-ce que c'est que conceptualiser? Eh bien, un des moyens de conceptualiser, c'est de faire des distinctions conceptuelles. Alors, amour, ami et amoureux, ça se ressemble dans les deux cas, etc. Donc, oui, mais voilà, comme disaient les élèves, un ami, je l'embrasse, alors c'est plus trop à l'ordre du jour, sur la joue, un amoureux, je l'embrasse sur la bouche. Voilà, ils avaient tout de suite, disons, leur exemplification, quoi. Alors maintenant, je ne sais pas comment ils diraient. C'est vrai. Ok. Quelles seraient les difficultés auxquelles peut être confronté un animateur ou un enseignant qui débute avec la DVDP? Ce à quoi il faudrait qu'il prête attention véritablement. Oui. Les difficultés sont multiples. Il y en a, par exemple, qui ne pensent pas à mettre les tables en rond. On se rend compte à ce moment-là très rapidement que, bon, si on ne se voit, il faut se voir pour discuter. Bon, sinon, bon, voilà, il y a un gros problème. Donc ça, c'est une difficulté spatiale, quoi, bon, etc. Ils ne savent pas trop aussi s'il faut se mettre à l'intérieur du groupe, s'il faut se mettre à l'extérieur du groupe, s'il faut se mettre à une place particulière. Bon. Donc là, il y a raciné, finalement, je dirais, la préparation, quelque part, géographique, disons, de la classe, pour que le réseau de communication soit le plus... Nous, par exemple, en maternelle, au départ, les dessinateurs commençaient à dessiner. Voilà. Et puis, ils partaient dans leur trip, dans leur imagination, etc. On s'est dit, ça va pas très bien. Donc, pendant les 5 premières minutes, ils participaient à la discussion. Et pendant les 10 dernières minutes, puisque c'est un quart d'heure en grande section de maternelle, et puis ensuite de plus en plus de temps quand on monte en âge, quoi, etc. Et on s'est aperçu que si on les faisait commencer 5 minutes à discuter, leur dessin, après, allait être beaucoup plus articulé, finalement, au début de la discussion à laquelle qu'ils avaient entendu ou à laquelle ils avaient participé. Donc, du coup, ça montre bien qu'il y a des tas de finesse là qui permettent d'affiner finalement donc disons le dispositif. Donc tout ce qui est, par exemple, au niveau de la maternelle, rien dans les mains. Rien dans les mains parce qu'à ce moment-là, ils vont continuer, ils vont tripoter les choses, etc. Pas non plus de capuche le truc parce qu'il faut se mettre à la capuche, il faut se tirer, etc. En même temps, sur des bancs, comme par exemple, disons, en carré, comme ça, on enlève les copains et les copines d'à côté. Ça, c'est très important. Comme ça, on diminue sensiblement, disons, les apartés. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est absolument capital, tous ces petits détails, pour la dynamique du groupe. Donc, voilà, ça, c'est une première difficulté, c'est-à-dire tout ce qui est dans la mise en place, disons, spatiale, disons, du dispositif. Ensuite, une des difficultés, c'est la mise en place du dispositif de la DVDP.
Alors, si on a plusieurs séances, par exemple, supposons qu'on ait une dizaine de séances, hein, eh bien, on commence par mettre en place un président. Le président, il y aura toujours un volontaire, etc. On lui explique bien ce qu'il a à faire. Il a un petit cahier des charges sous les yeux. C'est-à-dire que moi, j'ai des cavaliers là. Sur celui que tu vois, il y a mon nom et président de séance. D'ailleurs, mon nom, il s'efface, président de séance reste. Et de l'autre côté, il y a son cahier des charges. Il a dit, je donne la parole à ceux qui la demandent. Il y a les 5 règles. Voilà. Ça, c'est un cavalier, ce qui fait que, bon, chacun a son, par exemple, le reformulateur, son cahier des charges, c'est j'écoute bien ce qui se dit, j'essaye de comprendre ce que j'ai entendu, et je redis ce qui vient d'être dit. Voilà. Ça, c'est les 3 règles, par exemple, qui sont du reformulateur, et le cahier des charges, il est devant lui. Alors, c'est intéressant, parce que ça le ramène toujours à, finalement, disons, quelque part, disons, ce qu'il doit dire. Donc, ça suppose aussi qu'il y ait de la préparation des cavaliers, par exemple, comme je dis, etc. Ça facilite beaucoup les choses. Et ce que je l'ai dit, la préparation. Avoir préparé. Et le plus intéressant dans les préparations, et c'est une grosse difficulté au départ pour les débutants, c'est qu'ils ne voient pas quelles questions poser. Voilà, donc, parce qu'ils n'ont pas. Alors, il faut réfléchir soi-même. C'est-à-dire que si on veut amener les élèves à réfléchir, il faut réfléchir soi-même. Mais maintenant, il y a suffisamment, disons, de supports très intéressants au niveau de toute la littérature de jeunesse, au niveau des vidéos, etc., pour trouver maintenant des moyens de préparer, disons, un certain nombre de choses. Mais le plus efficace, c'est la préparation de sa séance à partir, disons, de questions. Comme ça, c'est important, parce que c'est intéressant aussi, parce que si on n'a posé que des questions, on ne sait pas ce que les enfants vont répondre. Donc, ça laisse ouverte l'indétermination et l'incertitude. Alors, ça va même peut-être embrasser l'incertitude, mais c'est ce qui va faire la richesse, précisément, disons, de la discussion. Mais c'est très sécurisant pour un débutant d'avoir une préparation et avec des questions qui sont là sous la main, quoi. Et comment est-ce qu'il peut faire justement pour éviter d'être trop attiré par les réponses qui lui ressemblent, c'est-à-dire le fameux biais de confirmation ou le biais de projection. Voilà, surtout, ça, un enfant dit quelque chose, c'est la pépite, j'aime et je vais m'arrêter là, alors qu'en fait, toute phrase, toute idée mérite d'être questionnée parce que y a des problèmes à soulever tout le temps. Donc, comment est-ce qu'il peut faire justement pour éviter d'être trop attiré par les idées qui lui ressemblent et du coup de les éluder. D'abord, il y a le piège de la question interrogative. Ne pensez-vous pas que? Et la réponse est à la question. Oui. Donc, bon, là, voilà. Et souvent, ne pensez-vous pas que, et puis, suit son point de vue à soi. Ça, il faut absolument, disons, éviter ce piège. Il faut des questions, on le sait, qui soient courtes, qui soient très ouvertes, auxquelles il peut y avoir une multiplicité, disons, de réponses, formulées de manière très générale. Voilà, là, on a des questions qui vont donner lieu. Donc, la manière dont on construit les questions de sa préparation, c'est aussi important. On peut utiliser donc les différents critères que je viens de dire. Et puis, la plus grosse difficulté, moi, que je vois chez le débutant, c'est d'être vigilant sur les processus de pensée. Alors, l'argumentation, ça ne pose pas de problème. Et notamment, c'est très facile pour intervenir. Alors, voilà, tu viens de dire, pourquoi tu viens de dire ça? Pourquoi? Un seul petit mot, et derrière, ça peut être un exemple des fois. Hein, voilà, par exemple, etc. Et un exemple, c'est le degré 0, c'est le degré 1, si vous voulez, de l'argumentation, mais c'est pas le niveau 0. Ça veut dire qu'il a déjà fait un rapport entre une question abstraite et puis son propre vécu. Hein. Donc, un exemple, c'est le degré 1, et le degré 2, c'est évidemment une argumentation un peu plus abstraite, quoi. Mais l'argumentation, les enseignants savent ce que c'est, l'argumentation. C'est une capacité très importante en français qui a été développée, etc. Par contre, ce qui pose problème, c'est la problématisation et la conceptualisation. C'est pour ça que maintenant, moi, par exemple, disons à Sèvres, j'anime des modules d'approfondissement sur la conceptualisation et sur la problématisation. C'est-à-dire comment on peut muscler réflexivement un échange entre des enfants et des ados ou des adolescents pour qu'ils deviennent philosophiques. Un échange n'est jamais philosophique. Il peut être même parfaitement démocratique, avec une parole gérée démocratiquement, mais n'exprimer que des opinions ou des préjugés. Si vous voulez. Et donc, on ne fait rien en philosophie, c'est nul en philo. Hein. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Puis même pour les exemples, mais de rien, il ne faut pas négliger l'exemple approprié à l'argument, quoi, parce que parfois, il y a des exemples qui sont complètement détachés ou qui ne sont pas appropriés, qui illustrent mal l'idée. J'ai eu des cas comme ça. Mine de rien, donner un bon exemple au bon moment et de la bonne façon, c'est aussi quelque chose de très intéressant qu'on peut travailler aussi avec les enfants. Et un exemple n'illustre pas seulement la pensée, un exemple, c'est un support pour l'analyse.
Par exemple, si je demande, j'ai une vidéo là sur mon Padlet là sur pourquoi des règles. Ben, pour répondre à la question pourquoi des règles, il faut savoir ce que c'est qu'une règle. Mhm. Et à partir de là, donc, je vais leur demander des exemples. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de règles? Et ils vont trouver des exemples dans la classe, dans la récréation, dans le sport, puis ensuite dans la société avec des lois, etc., etc. Et puis on cherche à ce moment-là quels sont les attributs qui sont communs aux différents exemples. Et à ce moment-là, on arrive à définir la notion. Mais à partir de la comparaison entre un certain nombre d'exemples. Ça, c'est intéressant. Donc, l'exemple, il est important. Hein. Oui. Alors, comment tu perçois le développement de la philosophie pour enfants de nos jours? Parce que maintenant, c'est éclectique, il y a beaucoup de choses, il y a plein de méthodes. Il y a beaucoup de profils aussi qui s'intéressent à la philosophie pour enfants, puis qui ont envie de se lancer. Donc, il n'y a pas que des enseignants. Comment tu perçois justement ce développement et cet engouement pour la philosophie pour Bon, moi, enfants? j'ai commencé la philosophie pour enfants donc, en 1999 avec mon groupe à la fac de Montpellier. Et mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pratiquement rien. Il y avait déjà l'Axas qui avait quand même commencé en maternelle avec Jacques Lévin depuis 96. Mais les premières personnes qui ont été formées soit à l'UFM à l'époque de Caen, soit à l'UFM de Clermont-Ferrand en 98. Moi, j'ai commencé en 99, donc c'était vraiment tout à fait récent. Et là, je veux dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait la CREP de Mathieu Liebman. Et d'ailleurs, les premiers qui ont formé là, à Caen et à Clermont-Ferrand, c'était des gens qui avaient rencontré des Québécois dans des colloques qui leur avaient parlé, disons, de la méthode de Liebman. Et ils ont formé les gens à la méthode de Liebman dont ils avaient entendu parler. Donc, on n'avait qu'une seule méthode. Et puis moi, comme j'avais déjà, donc, petit à petit, donc j'avais moi déjà tout ce travail de didactique de l'apprentissage du philosophie que j'avais fait, disons, dans ma thèse en 92. Donc, ça datait par rapport à ce que je dis. Et donc, moi, j'avais le support finalement didactique qui était intéressant. Et c'est là où je l'ai testé pour savoir si ça marchait avec les enfants. Et ça marchait. Donc, à ce moment-là, donc, bon, on a commencé. Et donc, il a commencé à avoir, tout à fait au début de 2000, il y avait la CRP, auquel un certain nombre de gens formaient. Et puis, il y a les DVDP qu'on a mis progressivement en place. Et en 2003, il était à peu près rodé. Mais c'est à peu près, après, il y a Oscar Brénifier, donc, qui est arrivé et qui a créé qui est venu avec nous au colloque sur les nouvelles pratiques philosophiques. Gilles Geneviève aussi, par exemple, qui travaillait à l'Université populaire de Caen avec Michel Onfray. Et petit à petit, on commençait à se développer d'autres méthodes. Et ça, c'était intéressant parce que précisément, en France, il y a une grande tradition d'enseignement de la philosophie et pas du tout de tradition de philosophie, disons, avec les enfants. Et inversement, aux États-Unis, il n'y a pas de philosophie dans le secondaire, et c'est là où il n'y a pas de philosophie dans le secondaire qu'on a créé la philosophie pour enfants. C'est complètement paradoxal. Mais le fait qu'il y ait une philosophie depuis 150 ans en France au niveau de la classe terminale, ça a été vraiment un obstacle historique et épistémologique à l'émergence de la philosophie pour enfants. Alors petit à petit, donc là, il faudrait faire tout l'historique, etc. J'ai fait des articles d'ailleurs là-dessus qui retracent l'histoire de la philosophie pour enfants en France. Il y a petit à petit, mais je dirais que la meilleure méthode, c'est celle qu'on s'est bricolée soi-même. Mais comme on n'invente pas tout, on regarde un peu ce que les autres ont fait. Et puis comme il y a maintenant une multiplicité de lieux de formation, ben on va voir un petit peu, donc on se forme ici et là, etc. Par exemple, Sèvres forme à peu près à former 3000 à 4000 donc, animateurs. Il y en a 2 tiers qui ne sont pas enseignants. C'est des thérapeutes, c'est des psychologues, c'est des gens, bon, des médiathèques, bon, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est déjà, donc, du coup, il y a un engouement qui est arrivé, et puis petit à petit, des gens, ça les a intéressés, ils se sont formés, puis après, ils ont commencé à former les autres. Des enseignants, disons, du primaire, qui avaient fait de la philosophie, ben, s'ils sont mis simplement, disons, dans la propre classe, hein, parce que ça a été le cas d'Anna, elle avait une maîtrise à l'époque, un master 2, on dirait aujourd'hui, et donc qui a commencé. C'était une façon de renouer finalement avec sa discipline et quelque part, disons, d'origine. Et finalement, les écoles se sont un petit peu, disons, multipliées. Et il y a des gens maintenant, disons, qui en vivent. Alors ça, c'est difficile quand même. Hein, ouais. difficile, bon, mais c'est un appoint, en tout cas, pour beaucoup de gens, quoi. Et donc, du coup, ça s'est absolument multiplié. Les sites, maintenant, disons, se sont multipliés. D'ailleurs, tu tiens un peu, je crois, le compte sur, à un moment donné, tu publies les différents sites, bon, etc. Donc, je crois que là, il y a beaucoup
Et donc, ça a énormément progressé, disons, sur le terrain, malgré l'opposition toujours de l'inspection générale de philosophie. Et d'ailleurs, on avait admis la discussion à visée philosophique dans le cours d'enseignement moral et civique dans le programme de 2015, qui, lorsque la doyenne de l'inspection générale de philosophie est devenue présidente du Conseil supérieur des programmes, l'a supprimé dans le programme de 2018. Donc on voit que le rapport de force entre des philosophes un peu académiques, universitaires, l'inspection générale de philosophie, et les gens universitaires comme moi qui s'y sont mis, ils demeurent, disons, quelque part, quoi. Alors, j'imagine pas ce qu'ils pensent du fait justement que ce ne soit pas des profs de philo qui animent les ateliers de philosophie. Là, ça doit vraiment leur faire mal. Oui, oui, très mal. Alors justement, peut-être qu'il y a des problèmes que rencontre la philosophie pour enfants qui peut jouer en sa défaveur. À quoi il faut faire attention? Quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber dans la philosophie pour enfants? Donc, ça peut être des mélanges. François Galichet, lui, me parlait de développement personnel, en l'occurrence, tu vois. Donc, toi, est-ce que tu mettrais en lumière autre chose ou la même chose que François ou... Oui, mais de toute façon, la discussion à visée démocratique et philosophique a une visée, disons, philosophique. Et les dérives, c'est ce qui ferait obstacle, empêcherait ou détournerait, disons, de cette visée philosophique. Par exemple, une DVDP ou un atelier philo plus largement, c'est pas un groupe de parole. C'est pas un groupe de parole au sens thérapeutique du terme. Et d'ailleurs, Jacques Lévin, il distinguait bien l'atelier philosophique de l'atelier psychologique et ne les animait pas. Et les gens de l'Axas ne les animaient pas du tout, disons, de la même façon. C'est-à-dire, dans un atelier psychologique, on mettait en avant l'expression un peu du vécu, disons, de la personne, éventuellement de son mal-être, de sa souffrance, etc., etc. Dans un atelier philo, on va parler sur des idées. Et donc, on n'est pas du tout, finalement, disons, c'est pas contradictoire, mais disons qu'on n'est pas sur le même registre. Et donc, c'est pas un groupe de parole. C'est pas non plus, par exemple, un conseil au sens freiné. C'est pas un conseil coopératif, parce que dans un conseil coopératif, soit ça a une fonction, disons, psychosociologique de régulation. Hein, on essaye de réguler, en différer un certain nombre de conflits, par exemple, disons, entre les élèves. Soit on prend un certain nombre, disons, de décisions sur la vie de la classe, etc., etc. Le seul vote qu'on peut faire dans une discussion à visée démocratique et philosophique ou dans les ateliers philo, c'est pour choisir le sujet, quoi. C'est un vote d'orientation du sujet qu'on va prendre, mais après, je veux dire, on n'a jamais recours au vote dans un atelier philo. En démocratie, on vote parce qu'on est les plus nombreux. En philosophie, on ne vote pas parce qu'on peut être seul et avoir le meilleur argument, seul contre tous. Donc là, il y a une différence fondamentale entre la démocratie et la philosophie, disons, de ce côté-là. La troisième dérive, à mon avis, ça pourrait être la moralisation. C'est-à-dire utiliser, et notamment le cours de MEC, puisque le cours de MEC se fait sur des heures de cours, donc là, il n'y a pas de problème en dehors de ceci ou en dehors de cela, donc, bon, etc. Donc, il y a un cours de MEC. Et ça consisterait finalement à utiliser le cours de MEC pour moraliser les élèves. Alors, dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, etc., etc. En philosophie, on peut soutenir un point de vue incorrect, un point de vue qui n'est pas politiquement correct. Et ça, c'est difficile parfois, notamment pour un enseignant, lorsqu'il entend des propos sexistes, machistes, racistes, homophobes, de se retenir, quoi, en disant, mais ça, t'as pas le droit de... À partir du moment où on commence à dire, t'as pas le droit de dire ceci, on est dans une censure qui est absolument contraire, disons, à l'esprit de l'atelier philo, qui est de faire en sorte de libérer la parole pour que les enfants puissent confronter la représentation spontanée à d'autres types, quelque part, de représentation, y compris la représentation du prof. Mais moi, je le fais tout le temps de manière très médiatisée. Et si on te disait ça, tiens, l'autre jour, j'ai entendu ça par rapport à, par exemple, un propos raciste, etc. Et tiens, moi, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un, et j'amène un propos précisément qui combat le racisme, etc. Qu'est-ce que tu en penserais? Vous voyez, il y a le conditionnel, il y a je ne l'amène pas comme mon propre point de vue, c'est ce que Pierre Huskla, dans sa thèse, appelle la modalisation. La modalisation, c'est le fait de faire un propos rapporté sans en prendre quelque part la responsabilité. Ce qui fait que ça me permet, moi, de faire un peu l'avocat du diable, mais sans dire que c'est moi qui fais du rentre-dedans à un élève à cause du contenu de ce qu'il vient de dire.
Ça, c'est très Et du important. coup, tu rentres pas dans un rapport de force de l'adulte qui veut Ah non, faire changer d'avis à ça, l'enfant. c'est méthodologiquement, ça, c'est un point de vue méthodologique. Je ne dis jamais mon point de vue dans une discussion. Pourtant, les élèves le demandent, peuvent le demander, etc. Ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois. Si je dis mon point de vue, l'élève a vite compris que il faut être d'accord avec le maître parce qu'il est le plus grand, etc. Et quand on est adolescent, il faut être en désaccord avec lui parce qu'on se pose en s'opposant. Et donc, du coup, si je ne dis pas mon point de vue, ni on peut faire alliance avec moi et failloter, ni on peut me rentrer dedans quand on est ado. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'une chose à dire, c'est-à-dire ce qu'on a dans la tête. Sinon, on est dans le désir de bonne réponse du maître. C'est pour ça que la meilleure posture, c'est la posture du maître ignorant. Là, enfin, je fais allusion à Jacques Rancière, qui reprend Socrate, et je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que moi, quand je pose des questions, je suis celui qui est dans une posture de non-réponse. Je ne suis pas un sachant. Et du coup, ça leur permet à eux de pouvoir travailler, eux, sur leur propre savoir, ou là où ils en sont, de leurs opinions. Oui, je pense que c'est important de montrer aussi qu'on est parfois chercheur avec les enfants. Ça m'arrive de temps en temps de poser des questions et dire celle-là, je n'y ai pas réfléchi, donc je réfléchis en même temps que je vous la pose. Et au moins, voilà, ils voient qu'il y a. Ouais, c'est une Moi, communauté, quoi. je réfléchis beaucoup les enfants en leur disant, écoutez, moi je suis un adulte, maintenant je commence à être un adulte vieux, je ne sais plus ce que c'est qu'un enfant, je me souviens plus ce que c'est qu'un enfant, et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous m'avez dit, parce que je recommence à comprendre ce que c'est qu'être enfant, et donc j'arrive mieux à vous comprendre. Ça Le doit les. plaisir qu'ils ont quand ils se rendent compte qu'ils apportent quelque chose d'un adulte. Ouais, c'est vrai. Si tu devais laisser un message à tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Faites de la philosophie avec les enfants. Pourquoi? Parce que d'une part, ça éduque à la citoyenneté par toute sa visée démocratique. Et puis d'autre part, ça prépare à des citoyens réflexifs, c'est-à-dire à des enfants, à des citoyens qui n'utiliseront pas simplement leurs droits de parole, mais qui seront exigeants au niveau de leur devoir d'argumentation dans le débat public. Merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à laisser un petit commentaire et à partager sur les réseaux sociaux.